dans le schéma en bas à gauche. Donc là, on a une section de l'étage soufflant redresseur. Donc on a ici la soufflante, donc les aubes tournantes de la soufflante ou de rotor. Et derrière, on a les aubes fixes du stator ou de l'OGV. Donc, ici, je note, par exemple, quelques mécanismes qui génèrent ce bruit largement. Donc, on note, par exemple, le bruit l'interaction de la turbulence en amont ou de la turbulence dans les couches limites du carter et du moyeu avec les aubes du rotor. Le bruit de jeu qui est dû à l'interaction du tourbillon de jeu qui est formé dans le jeu du rotor avec le bord de fuite du rotor. Et les deux mécanismes qui vont nous intéresser dans cette thèse, qui sont aussi présentés schématiquement dans la figure à droite, dans une vue au bas haut, et qui sont donc le bruit d'interaction rotor-stator ou le bruit turbulence interaction noise, et le bruit propre ou bruit bord de fuite. Donc le bruit d'interaction est dû à l'interaction de la turbulence dans les sièges du rotor avec le bord d'attaque du stator. Cela il est aussi connu par bruit bord d'attaque, et le bruit propre qui est dû à la diffraction de la turbulence dans les couches limites au niveau du bord de fuite des aubes du rotor et des stators. Donc, l'objectif principal de cette thèse, c'est la prédiction de ces deux sources, de ces deux mécanismes de bruit, donc le bruit d'interaction et le bruit bord de fuite, d'un étage soufflant redresseur en utilisant des simulations à grande échelle, LES. Pour cela, on a fait en deux étapes. Donc, la première était dédiée à des configurations plutôt académiques, des plaques planes où on pouvait faire des comparaisons avec des modèles analytiques. À partir de cette étude, donc là, on a pu faire une étude paramétrique afin d'obtenir, qui nous a permis d'obtenir les paramètres numériques principaux, effectuer une bonne simulation LES avec loi de paroi. Donc, ce que je vais noter Wall Model LES, WPM LES. Les résultats de cette étude ont été présentés donc, cette année à la conférence européenne de turbomachine. Le papier correspondant a été sélectionné parmi le top 5 de la conférence et directement donc, publié dans le journal correspondant. La phase 2 maintenant est dédiée au calcul sur le CL5, donc, qui est une machine Ultra High Bypass Ratio, étage donc, soufflant redresseur, conçu principalement à l'école centrale de Lyon. Dans cette phase, donc, on a commencé par effectuer un code de prédimensionnement de la LES en turbomachine qui est basé sur donc, les résultats de la phase 1, de l'étude paramétrique de la phase 1. Puis, on a effectué plusieurs calculs sur différents points de fonctionnement. Et ce que je vais présenter ici, maintenant, ce sont des calculs LES sur 3 configurations que je vais directement décrire ici. Donc, la première, ici, on a un étage complet, donc soufflante redresseur ou rotor-stator. Donc, le calcul LES correspondant sera comme ça dans la suite, full span 360 degrees LES. Pour donc un deuxième calcul, pour pouvoir réduire le temps de calcul, on a pris un secteur périodique de cet étage et le calcul correspondant donc, sera appelé full span sector LES. Pour pouvoir encore réduire le temps de calcul, on a pris une tranche radiale, donc à une certaine hauteur, comme il est montré ici, on obtient la figure à droite, et le calcul correspondant, donc radial stress sector ou calcul sur une tranche radiale en LES. Donc, la présentation dans la suite sera principalement sur les calculs tranches et je vais introduire un peu les deux autres calculs. Donc, voilà, après avoir présenté le contexte et les objectifs de cette thèse, je vais présenter donc, les calculs LES sur donc, la phase 2 dédiée à l'ECL5. Et je vais commencer par les calculs sur la tranche. Donc, je commence à présenter rapidement les paramètres numériques qu'on a utilisés. Donc, pour le code calcul, c'est AVVP, principalement développé au Serfax. Pour les paramètres numériques, donc c'est une tranche radiale, dans ce cas, à une hauteur de 80%. Et la tranche fait 10% à peu près d'envergure par rapport à l'envergure originale, de la machine originale.
et d'un secteur périodique. Donc, on a des conditions de périodicité des deux côtés. Le point de fonctionnement, c'est en régime partiel, en régime d'approche de 55% de vitesse de rotation nominale. Le schéma numérique, c'était TGC de troisième ordre en temps et espace. Les conditions limites NSLC sont utilisées en entrée et en sortie de données. Là, je note que pour ces calculs tranches, on a effectué, ce que je vais montrer, ce sont des calculs résolus en paroi, donc sans paroi. Finalement, ce que je montre ici, c'est une vue du maillage, donc autour du rotor ici, du stator ici. Et je note les zones de raffinement du maillage principaux, donc les zones de raffinement au niveau des parois pour la bonne prédiction des couches limites, le raffinement dans le sillage et les deux raffinements donc en amont du rotor et en aval du stator afin de bien propager l'acoustique jusqu'à une certaine distance, puisque dans ces travaux, on a fait des prédictions directes du bruit généré. Finalement, donc là, quelques propriétés du maillage, notamment, je note par exemple, on est, comme je l'ai dit, à des calculs résolus en paroi avec des calculus bien adaptés. Là, je commence à montrer quelques résultats sur ces calculs-là. Donc, ici, sur la figure en haut, on a les contours stationnaires de vorticité. Et en bas, on a les contours des fluctuations RMS autour donc, du rotor, toujours à gauche, des stators à droite. Ce qu'on peut directement remarquer à partir du champ de vorticité, qu'on a des niveaux de vorticité importants proches du bord d'attaque du rotor, qui montre l'apparition d'une bulle de circulation dans cette zone-là qui fait forcer la transition de la couche limite après vers la turbulence. Cette bulle-là, on a vu qu'elle est, donc on peut voir ici qu'elle est caractérisée par un niveau instationnaire de fluctuation importante. Et donc intéressant avec la paroi, on attend à ce que ça soit une source de bruit additionnel qui est générée donc, dans cette zone-là et qui est due aux fluctuations dans la bulle. Donc, ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est une étude donc, sur le bruit, sur la bulle et le bruit généré par cette bulle-là. Et donc, cette étude, c'est l'étude de l'effet du débit massif et donc de l'incidence sur de l'incidence et de l'environnement, bien sûr, sur donc les caractéristiques de la bulle elle-même et du bruit généré par cette bulle-là. Donc, je vais montrer uniquement les faits sur l'acoustique, mais juste pour dire quelques mots qui vont bien comprendre pourquoi on a l'acoustique comme ça. On a vu qu'avec la diminution du débit, on a une bulle plus longue et qui est caractérisée par une zone de PRMS importante, plus large. Donc, la zone où PRMS est important est plus large et la bulle est plus longue. Donc là, ce que je suis en train de montrer, c'est une vue autour du rotor. Donc là, on a le rotor à mid-span. Donc je présente ici les structures turbulentes autour du rotor colorées par la vorticité. Et en parallèle, donc, on a des contours stationnaires du champ de dilatation de vitesse afin de pouvoir voir les sources de bruit principaux dans cette configuration-là. Donc, ce qu'on peut remarquer rapidement, c'est qu'on a deux sources de bruit principaux. Donc, on a le bruit bord de fuite, classiquement étudié dans la littérature, qui est dû à la diffraction de ces structures-là au niveau du bord de fuite de la pale. Et on a la source de bruit donc, additionnelle qui paraît être générée proche du bord d'attaque du rotor, ce que je vais nommer bruit de séparation. Et donc, c'est cette source de bruit-là qu'on va essayer d'étudier là, juste en la suite. Et qui a été reliée à la bulle aux fluctuations dans la bulle de recirculation. Donc, maintenant, on va passer pour voir quelques spectres dans la configuration. Donc, on trace la PSD des fluctuations de pression sur des enregistrements faits sur une sonde, comme montré ici, qui est à environ 90 degrés et une corde du bord d'attaque du rotor. Donc, si on fait la PSD sur les fluctuations de pression pour les différents débits, on obtient ici la figure à gauche.
Donc, on a les spectres pour les différents débits. Donc, le débit le moins important, le rouge ici, le débit le plus important, le vert. Et donc, tous ces calculs-là, pour ces 4 débits, ont été effectués donc, pour pouvoir étudier l'effet du débit et ont été effectués pour une configuration, donc, comme j'ai montré, rotor plus stator. On a fait aussi donc, une configuration additionnelle, un calcul LES additionnel sans aube du stator, afin d'isoler un peu l'effet de la bulle. Et donc, c'est ce calcul pour un débit donné. Donc, c'est ce calcul-là que je note ici dans la figure à droite, no veins, donc le calcul sans aube du stator. Et on compare donc aussi les spectres sans aube du stator avec le calcul, donc, comme ces calculs-là, avec aube du stator. Donc, sans aube et avec aube du stator, on les compare dans la figure à droite. Donc, maintenant, si on essaie d'analyser tous ces spectres-là, on peut remarquer, donc si je reviens maintenant un peu sur la figure à gauche, on peut remarquer que pour tout d'abord tous les débits, tous les spectres, on a plusieurs pics qui apparaissent. On a tout d'abord donc un premier pic qui apparaît, qui est identique, donc qui apparaît à la même fréquence pour tous les débits et qui apparaît à la fréquence, donc ce que j'appelle la VPF ou la fréquence de passage des aubes du stator. Car ici, en fait, la sonde, elle est fixe dans le domaine du rotor, donc elle tourne avec le rotor. Donc, elle voit comme si le stator tournait à la vitesse de rotation du rotor. Mais donc, dans le repère du rotor, on voit ce qu'on va appeler donc, la VPF ou la fréquence de passage des aubes du stator. Et on observe, donc c'est identique à ce qu'on sait, plutôt la BPF, mais dans le domaine du stator. Là, ici, on a la VPF dans le domaine du rotor. Et donc, c'est ce premier pic-là qui est identique pour tous les débits. On a ce pic-là, cette fréquence à la fondamentale, puis son premier harmonique. Puis son premier harmonique. Donc, après, donc, si on passe maintenant à la figure à droite, on peut remarquer que pour donc, la courbe en mauve, ici, qui est pour 100 aubes du stator, on peut très bien remarquer que ces pics-là n'apparaissent plus, puisqu'on n'a plus les aubes du stator, donc on n'a plus cet effet qui vient remonter vers le rotor. Maintenant, si on continue vers les hautes fréquences, on peut remarquer qu'on a un pic, donc un premier pic là à cette fréquence-là, que j'appelle High Frequency Peak, donc HFP, pour pic haute fréquence, qui apparaît lui ainsi que son harmonique, et qui dépend, dont la fréquence dépend du débit. Maintenant, si je passe au cas sans aube du stator, et en comparant avec aube du stator, on peut remarquer que ce pic-là, pour la courbe mauve ici, apparaît encore, donc, ce qui montre qu'il n'est pas lié au stator, et il apparaît quasiment à la même fréquence sans et avec aube du stator. Si je continue avec le dernier pic qui apparaît, donc le pic que j'appelle ici inter, il apparaît à une haute fréquence. Il varie, donc dont la fréquence varie en fonction du débit et qui n'apparaît pas pour les spectres sans aube du stator et qu'on a associé donc à une interaction entre ce qui se passe, donc pour ça il s'appelle interne, entre le mécanisme qui est derrière le HFP et celui derrière le VPF. Donc, à quoi on a associé chacun de ces pics-là? Donc, tout d'abord, la VPF, on l'a associé donc, à quelque chose qui se passe dans le domaine du stator et qui remonte les poumons. Et on a associé ça au premier mode de conduite du bruit d'interaction rotor-stator qui se manifeste à la VPF dans le domaine tournant du rotor. Maintenant, pour la HFP, donc on a associé ça aux fluctuations de la bulle de recirculation et on va vérifier pourquoi juste dans la suite. Et pour interne, donc comme j'ai dit, on suppose que c'est dû à des interactions entre ce qui se passe à la HFP et ce qui se passe à la VPF. Maintenant, finalement, si je compare entre les différents débits, donc on remarque qu'avec la diminution du débit, donc en allant du débit le plus bas au débit le plus haut, donc en augmentant le débit, en allant du rouge vers le vert, on a dit que la bulle devient plus petite. Et faire, au sens inverse, disons, en allant du débit le plus important, le vert, vers le rouge, le moins important,
la bulle devient plus grande. Les niveaux, donc large bande, c'est très clair, il devient plus grande. Les pics, eux aussi, ont une amplitude plus importante avec la réduction du débit. Et ce qui est très important, ils apparaissent à des fréquences plus basses. Donc, avec la diminution du débit, en allant du vert vers le rouge, on a une diminution de la fréquence auquel apparaissent les pics et une augmentation des niveaux de bruit. Afin d'essayer d'analyser ce qui est en train de se passer à ces pics-là, on a fait une méthode de décomposition modale qui s'appelle la DMT, donc qui est pour Dynamic Mode Tracking, qui sert à identifier l'évolution spatio-temporelle des modes dans des écoulements périodiques et qui est une méthode en slide, donc elle permet de sauvegarder beaucoup de mémoire. Donc, si on applique ça pour les deux pics principaux, disons, les fondamentales pour la VPF ici à gauche, pour le HFP à droite. Donc, la VPF, je rappelle, c'est la fréquence de passage des aubes, du stator. Le HFP, c'est ce qu'on avait lié à la bulle. Et on va vérifier ici. Pour les différents débits, donc le débit est toujours le moins important en haut, puis le débit le plus important en bas. Donc là, c'est en augmentant le débit. Si on fait ça, donc tout d'abord pour la VPF, on observe donc, dans tous les cas qu'on n'a rien qui sort de la zone de la bulle. Par contre, on a quelque chose, donc un mode qui est généré en aval du rotor, qui vient remonter l'écoulement, interagir avec les couches limites et remonter vers l'amont. Maintenant, si on fait la même chose autour de la HFP, on remarque donc pour tous les débits, on remarque que dans tous les cas aussi, on a quelque chose, un mode qui est généré, on a des fluctuations ici, un mode qui est généré proche du bord d'attaque, donc dans tous les cas, proche du bord d'attaque du rotor, qui vient lui aussi remonter l'écoulement. Donc là, on a la propagation acoustique. Et bien évidemment, l'information est aussi transportée par les couches limites et les sillages vers le domaine du stator. Maintenant, si on fait la même chose, donc on applique la DMT donc, pour le même débit, mais pour les calculs donc, avec obstator en haut et sans obstator en bas. Donc, pour la VPF, ce qu'on obtient donc, sans obstator, on peut très bien remarquer qu'on n'a aucune structure qui vient remonter l'écoulement, contrairement à ce qu'on a vu avec obstator. Ce qui montre une fois de plus que ce qu'on avait vu à la VPF. Ce qu'on voit à la VPF, c'est vraiment dû à des choses qui apparaissent dans le stator et qui remontent l'écoulement vers le rotor. Maintenant, pour la HFP, on remarque que dans les deux cas, on a un comportement qui n'est pas très loin l'un de l'autre. On a quelque chose, même sans obstator, on a un mode qui est généré dans la zone de la bulle et qui remonte l'écoulement lui aussi. Maintenant, on a essayé d'étudier d'où vient l'origine physique derrière cette fréquence, cette haute fréquence, ce HFP. Donc, on a fait ça d'une façon un peu, là, ce que je montre, un peu qualitative. Donc, on a essayé, donc là, ce que je montre, ce sont les structures turbulentes, donc la figure à gauche, ce sont les structures turbulentes autour de l'extrado de la pale, et jusqu'à, donc là, c'est le bord d'attaque, et jusqu'à à peu près, disons, 20% de corps. Donc, juste proche bord d'attaque du rotor. Donc, si on trace ces structures turbulentes à partir du champ complet, on a du champ de l'écoulement complet, donc de tout, sans aucun filtrage comme on a fait pour la DMT, on obtient donc la figure, le film à gauche. Donc, ce qu'on peut voir, qu'on a une couche limite laminaire qui entre dans la zone de séparation. Donc, on a la séparation ici. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a des rouleaux quasi 2D qui viennent apparaître, puis qui se détachent. Et après, on a une couche limite turbulente qui apparaît. Pour essayer de mieux comprendre, ce qu'on a fait, c'est on a pris le champ filtré, donc obtenu de la DMT autour de la fréquence d'intérêt qui est la HFP. Donc, on voit les structures qui apparaissent, qui fluctuent à cette fréquence-là, ou autour de cette fréquence-là. Donc, si on fait ça, et on trace maintenant les structures turbulentes,
Donc, on calcule, en d'autres termes, l'usure de surface du critère Q à partir de ce champ filtré-là. Toujours, on est en train de colorer par la vorticité. On obtient donc la figure ici présentée à droite. Et ce qu'on peut voir très nettement qualitativement, c'est qu'on a un mécanisme de détachement turbulentaire. Donc, on a un mécanisme qui ressemble beaucoup à un mécanisme de vortex shading. Donc, on a essayé de relier ça à la haute fréquence. Donc, peut-être que le pic haute fréquence qu'on avait vu pour la bulle vient d'origine à son origine d'un mécanisme de détachement turbulent. On a essayé donc c'est un peu de compléter ça, si ça reste qualitatif, en calculant une sorte de nombre de Troal pour les différents débits où la bulle apparaît vraiment. Donc, pour ce Stroal, on s'est basé sur la vitesse en amont pour les différents cas. Pour la fréquence, c'est la fréquence qui apparaît dans les spectres. Et donc, la question, c'était pour la longueur de caractéristique. Donc, finalement, on a pris la longueur de déplacement de couche limite dans la zone de la bulle. Donc, on a pris une longueur caractéristique vraiment locale dans la bulle qui correspond donc, à delta étoile ou l'épaisseur de déplacement. Et si on calcule ça pour les différents débits, on obtient des valeurs qui ne sont pas très loin l'une de l'autre et qui sont plutôt dans la marge où on considère que, par rapport à des configurations, à des cas plus académiques, où on considère que ça peut être du vortex shading qui génère ça, qui génère ce bruit-là ou cette fréquence-là qui apparaît. Donc, voilà. Donc là, je passe très rapidement sur. Je pense que j'ai plus beaucoup de temps. Pour le calcul, mais bon, ça va être très rapide pour le calcul secteur. Donc, juste, on est en train de faire ce calcul-là. Donc là, on a le mètre setup numérique. Ce sera un calcul avec votre AWA. Et ce que je montre ici, je montre que ça. Ce sont les structures turbulentes, donc autour du rotor et des stators. Où on voit qu'on a qualitativement, on a une bonne transition de la couche limite de l'envergure, où on voit des structures turbulentes fines qui apparaissent, et dû au maillage qui a été bien travaillé et raffiné dans ces zones-là. Donc là, je passe sur le calcul 360. Donc là, je vous donne une introduction aussi sur le calcul à envergure complète. À envergure complète 360 à étage complet. Donc, en utilisant tous les résultats de la phase 1, de l'étude paramétrique de la phase 1, on peut fixer ou obtenir les paramètres donc, numériques qui vont nous donner les paramètres physiques qu'on souhaite avoir. C'est-à-dire en termes de fréquence de coupure pour l'acoustique, en termes de fréquence de coupure pour la turbulence, notamment dans le sillage, et en termes de raffinement au niveau des couches limites. Donc, ce sont les X plus, Y plus, Z plus. Donc, en se basant sur tout ça, on peut utiliser notre code de prédimensionnement LESCOT afin d'obtenir les caractéristiques du maillage dans toutes les zones du domaine et les caractéristiques globales du maillage qui sont présentées ici. Donc là, je note principalement qu'on a un maillage d'environ 1,5 milliard de points avec tout type d'éléments. C'est un maillage non structuré et qui correspond à environ 20 millions d'heures CPU. Donc, ce qui justifie notre demande de presse cette année de 30 millions d'heures qui est acceptée depuis quelques semaines. Donc, finalement, la demande dans la figure à droite, les structures turbulentes autour des rotors, colorées toujours par la vorticité pour un calcul étage complet, donc 360 degrés, mais sur un maillage un peu moins raffiné qui va nous servir pour l'initialisation du maillage final bien raffiné. Finalement, je donne les conclusions et les perspectives. Donc, pour les conclusions, là, ce qu'on avait vu, ce sont des calculs LES sur la phase 2 déduits à l'ECL5, qui est un ultra high bypass ratio et tâche contre dresseur. Donc, notamment, ce que je voulais principalement montrer,
c'était des calculs sur les tranches, des calculs LES sur des tranches où on a vu l'apparition d'une bulle, où on a étudié l'apparition les caractéristiques d'une bulle de circulation ainsi que le bruit de séparation associé. Pour les calculs LES à secteur en envergure complète, donc on est maintenant en train d'effectuer des comparaisons pour l'acoustique avec des modèles analytiques. Et pour le calcul 360, donc on est en train de préparer le calcul sur le maillage bien raffiné. Pour les perspectives, donc pour le calcul à envergure complète secteur, on va continuer les enregistrements stationnaires et on va faire plus de comparaisons avec les modèles, avec les calculs RANS qu'on avait effectués. Et donc, pour le calcul 360, on espère qu'on va pouvoir très rapidement commencer le calcul sur le maillage bien raffiné. Voilà, voilà, merci pour votre attention. Alors, on va commencer les questions. Il y a une question là dans le... Étienne, peut-être que tu peux approcher un peu le... Du coup, quand tu présentes ta décomposition DMT, tu as plusieurs modes pour la même fréquence, c'est ça? Oui, c'est autour de la fréquence. Et tu as un ensemble de modes qui sont générés, non? Comment tu fais pour choisir du coup le mode qui correspond au phénomène physique qui t'intéresse? En fait, l'idée de ce qu'on a fait, c'est d'essayer à partir l'idée de ce qu'on a fait, c'est d'essayer à partir de ce qu'on a vu dans les spectres, de voir à quoi ça, si c'est dû à la bulle ou pas. Donc, on n'a pas allé plus loin de faire une décomposition. La DMT, elle décompose pas en mode spatio, quelque chose comme ça. En fait, c'est un filtrage bande. Donc, tu choisis une fréquence ou une bande de fréquence et ça filtre. Ok, donc toute l'information. Toute l'information spatiale, il n'y a pas de décomposition en mode 1, 2, 3. Mais c'est à cette fréquence. Donc, c'est ça ce qui nous a intéressé. Ça enlève le modèle d'Oalimani. Non, tout ce qui est à la fréquence, c'est là où tu vas avoir toutes les fluctuations de tout type à la nuit. Oui, pour ça, on voit effectivement les couches limites, tu vois. On voit les couches limites qui sont présentes pour toutes les fréquences, les sillages, donc du haut caractère large bande, mais notamment pour la bulle, donc ce qui remonte l'écoulement, c'est très probablement de l'acoustique, et qui est généré, ce qui nous intéresse le plus, ce qui est généré dans cette zone-là. Donc c'est ça, c'est notamment à ça qu'on s'était intéressé. Ouais, une petite question là. ECLV5, c'est la roue qui a été designée là, spécialement pour la recherche, c'est ça? D'accord. Et du coup, la bulle de recirculation, c'était prévu ou c'est un truc c'est voulu ou c'est un truc qui a été découvert? Non, à la base, c'est pas. En fait, on voulait juste étudier le bruit d'interaction et le bruit bord de fil, donc on ne voulait pas ce bruit-là. Sauf que cette bulle de circulation, en fait, apparaît, donc c'est ce que j'ai malheureusement pas eu le temps de présenter même ici pour le calcul secteur complet. Elle apparaît toujours ici. Donc là, c'est l'extrato du rotor et elle apparaît toujours. Et elle est vue beaucoup dans la littérature, notamment en faisant la LES. Elle n'est pas vue en RANS, ou elle est très très peu vue en RANS, donc ce qui justifie pourquoi on ne parle pas beaucoup dans la littérature. Mais en LES, elle est vue. Et même en XP, pour en débarrasser, peut-être on met un trip ou quelque chose comme ça. Donc il y a eu un brevet depuis pas très longtemps de Bouygues, je pense, qui travaillait sur ce qui ont juste mis. Donc l'idée c'était de mettre un trip pour en débarrasser. Et le problème, pour un moteur réel, si tu veux mettre un trip pour la phase d'approche, c'est pas bien pour le cruise. Donc ça existe dans la vraie vie, peut-être un peu moins forte que la LES, mais ça existe. Après, donc nous, à la base, on ne s'attendait pas. Et pour le calcul secteur, et maintenant pour le 360, on a pris un débit suffisamment gros pour réduire au max son effet. Donc là, l'effet pour le secteur ça va être beaucoup moins important. Peut-être on ne voit rien dans les spectres, peut-être ça sera noyé dans tous les autres, parce qu'on a pris un débit qui est même plus grand que le débit qu'on a vu pour les tranches. Ça ne présente aucun effet, ou quasi aucun effet.
Est-ce qu'il y a des questions à distance? Daniel, tu as ton micro. Non, c'est pas une question, c'est juste j'avais une petite demande sur la figure 9. C'est sur la directivité du bruit de bord de fuite. On le voit bien vers le haut, je veux dire, mais pas vers le bas. C'est peut-être normal, ou le contraire plutôt, vers le bas et pas vers le haut. Vers le haut, je pense, c'est bien noyé dans tout ce qui est tout ce qui vient de la bulle, notamment. Donc là, j'ai très saturé pour que la figure soit visible, mais en fait, c'est aussi vu vers le haut, en fait, si j'essaie de régler un peu la figure. Donc, c'est dans les deux côtés, c'est un peu symétrique, c'est bien symétrique. Mais en haut, c'est bien, plus que sur l'intrado, on n'a pas la bulle. Par contre, sur l'extrado, il y a la bulle et tout ce qui peut générer ici de la bulle. Donc, on ne peut pas très bien le voir, mais sauf qu'il existe normalement. D'accord. Donc, c'est bien le caractère symétrique. Et il a toujours ce caractère. On ne le voit pas avec le champ de pression fluctuant. Tu es obligé de prendre la divergence pour le voir, la dilatation. Si, on le voit, mais un peu moins net que ça. Là, j'ai trouvé que c'est un peu visuellement le plus joli possible. C'est ce que tu utilises par là. Oui, Oui, j'entends bien. Bon, c'était un peu pour ça. Alors, le champ de pression est quand même assez propre lui-même. Il n'y a pas de réflexion, on le voit moins, mais il le voit. Oui, pas au niveau des couches limites, au niveau des conditions limites, oui, il n'y a aucune réflexion. Et au niveau du couplage aussi, on avait cette question. Donc oui, on voit pas des choses qui remontent. Peut-être on a le temps. Si, il y a quoi. Quand tu regardes, je me posais, évidemment, je posais des questions, j'ai déjà posé une question, je suis obligé de poser des questions peut-être plus en détail, mais quand dans ta simulation de la tranche, si tu regardes tes profils de vitesse, ma question, c'est que finalement, tes mailles dans la direction d'envergure, elles sont très distordues par rapport à la maille en Y+. Donc, je me demandais, quand tu traces tes profils de vitesse turbulents, très proches de la paroi, est-ce qu'on voit un shift du maximum de production ou... En gros, la turbulence, elle va se développer un peu plus tard parce que en fait, jusqu'à Y+ égale 25, en gros, elle ne peut pas se développer dans l'autre direction, quoi, parce qu'il n'y a pas ces points. Tu vois ce que je veux dire? Oui, en fait, pour les tranches, je pense qu'on n'a pas ce problème car c'est en résolu en paroi. Oui, mais tu es résolu en paroi dans une direction, mais les tourbillons, ils sont quand même 3D. Et dans les deux autres directions, ils sont écrabouillés par le. Oui, mais en fait, en se référant à la littérature, je n'ai pas fait ces études-là, mais même pour les plaques, en fait, c'était un peu l'objet de la première étude, donc, ce que j'appelais la phase 1, sur les plaques planes. Donc, on a comparé plusieurs profils de vitesse, effectivement, avec des modèles analytiques qui existent dans la littérature pour les plaques planes. Et pour ces paramètres-là, donc là, ce que j'appelle X plus et Z plus, ça marchait très bien, ça collait très bien avec les modèles analytiques. Après, avec ces paramètres-là, après, dans la littérature, prendre un X plus, donc notamment Z plus, dont tu parles, à ces valeurs-là, ça donne aussi ça donne des résultats très bien. Souvent, on voit que le coefficient de frottement, le gradient de vitesse, il n'est pas bien estimé, mais tu ne peux rien. C'est juste parce que la couche limite, elle démarre un peu plus tard. Juste parce qu'elle voit le maillage un peu plus haut. Elle est obligée de monter pour voir que le maillage isotrope. C'est ce que j'ai vu un peu avec les calculs, avec la paroi, en fait. Pour les plaques planes. Après, là, je n'ai pas fait beaucoup d'études sur ça. Mais avec la paroi, effectivement, il y avait ce problème-là. Pour ça, là, les valeurs ici, notamment là, les valeurs de X plus et Z plus sont aussi, donc dans la littérature, on voit plutôt, avec un Y+ de 25, on voit plutôt de l'ordre de 250-300. Donc là, avec ce rapport, on a ce problème, mais un peu moins fort. Je comprends bien que tu es un peu break. Non, je suis tout à fait d'accord. C'est juste une autre petite question sur la bulle de recirculation.
Donc on voit que ça correspond à un H3, mais on sait quand même pas qui fixe la fréquence, quoi. Est-ce que c'est une instabilité absolue de la bulle ou est-ce que c'est l'acoustique qui vient exciter De dire, est-ce que c'est un truc ouais, est-ce qu'il y a une réfraction ou est-ce que c'est vraiment la bulle simplement qui pulse et qui impose sa fréquence Pour le moment, c'est ça ce qu'on pense, parce que, en fait, si on va penser à un truc qui remonte, donc c'était pour ça que j'ai fait le calcul sans obstator. D'accord. Donc, en fait, il y a deux choses. Il y a ou bien le stator qui vient exciter. Donc, on a vu que c'est pas le cas, car là, ça existe toujours et ça a à peu près la même forme. Et sur les spectres, c'est à peu près à la même fréquence, avec à peu près les mêmes amplitudes. Donc, déjà, c'est très probablement par le stator. Mais ce qui peut être, donc si c'est un truc du border fit et qui revient, mais c'est aussi probablement pas le cas, car j'ai vraiment là une couche limite bien turbulente. Donc, je n'attends pas à ce qu'il y ait une boucle qui vient remonter et exciter. Donc, ce que je peux dire, c'est très probablement pas le stator, c'est quasi évident, mais ici, je n'ai pas vérifié très en détail, mais je crois que c'est pas un truc de border fit qui vient exciter la bulle, c'est plutôt des fluctuations de la bulle elle-même. D'autres questions? C'est encore une petite question, Christophe. Non, mais c'est des calculs qui sont merveilleux. Donc, en fait, j'ai des milliards de questions à poser parce que c'est vraiment des très jolis calculs. On voit dans le film le tourbillon 2D qui se forme en quasiment d'épingles à cheveux. C'est quasiment ce qu'on montre en cours. On voit la tête se produire et une espèce d'anneau là au milieu de l'image à cet instant. Donc, c'est vraiment très beau, quoi. Là, je suis toujours en train d'essayer de comprendre avec tous les papiers GFM qui existent dans la littérature. Mais toujours, je vois des calculs DNS qui arrivent à prédire ça. Je ne vois pas pour le moment des calculs LES. Non, c'est vraiment très beau. Je ne connais pas bien la dynamique tracking. Parce que finalement, donc, ce que disait Vincent, il sélectionne en fréquence, mais il ne va pas chercher le mode le plus énergétique, si quand même à la fin. Non, c'est juste. Qu'est-ce qu'il y a de dynamique alors? Pardon? Qu'est-ce qu'il y a de dynamique dans dynamique, c'est juste ce que je dis ici, le on the fly. Ah, c'est juste que c'est fait. Ouais, c'est quand même important à LES. Oui. Oui, mais Oui, je suis d'accord. Oui, d'accord. il n'y a pas de POD ou de. Oui, c'est ça. C'est vraiment un filtrage filtrage temporel avec un passement. Mais c'est vraiment fait de façon. Mais Dynamics, c'est juste pour référer à ça, pour ne pas stocker des millions de GFM. Est-ce qu'il reste des questions à distance? Je n'ai pas l'impression. Ici non plus. Bah, écoute, de toute façon, il est 57. Hein. Donc, on va s'arrêter là. Merci encore. Bravo.